Merci beaucoup de votre invitation et de cette journée qui est vraiment hyper intéressante sur un sujet qui nous concerne tous dans toutes nos filières pour les maladies rares. Et merci à Nicolas de bien vouloir échanger. Voilà, donc nous, on voulait, c'est une présentation collaborative avec plusieurs personnes d'ailleurs qui sont là dans la salle sur les études que nous avons réalisées depuis 5-6 ans, même un peu plus déjà, grâce à la BNDMR, sur la fibrodysplasie ossifiante progressive, qui est une pathologie que vous connaissez peut-être, puisque la moitié des patients ont une surdité à l'âge adulte. Donc j'ai des liens d'intérêt parce que nous avons quelques molécules en voie de développement, et d'ailleurs, c'est les 2 études que nous allons présenter bénéficient d'un financement d'un laboratoire. Alors la FOP, fibrodysplasie ossifiante progressive, c'est une pathologie qui est ultra rare, extrêmement sévère et accompagnée d'un pronostic vital engagé avec une espérance de vie qui est autour de 40 à 45 ans. La triade classique, c'est des bébés qui naissent avec des hallux valgus, très rarement finalement reconnus. Parfois, dans les premières années de vie, il va y avoir des nodules du scalp qui vont disparaître et donc qui passent aussi inaperçus. Et ensuite, la survenue d'ossification hétérotopique et donc d'ossification progressive des muscles et des tendons et de toutes les anthèses, et qui vont petit à petit entraîner des ankyloses multiples avec des ponts osseux multiples et un décès par immobilité complète du thorax. On ne va pas passer beaucoup de temps sur l'histoire clinique. Ce qu'on peut dire, c'est que comme elle est ultra rare et que les patients à partir de l'âge de 20 ans sont confinés dans des fauteuils roulants, voire dans des fauteuils très particuliers, ils ne voyagent plus. Et donc, on est dans une pathologie où il y avait une dispersion particulière des patients, et notamment une totale méconnaissance par les centres adultes avec des patients qui étaient soit à domicile, soit dans des maisons de retraite, suivis par le médecin de famille, une pathologie rare. Et aujourd'hui, les soins conventionnels ont permis d'améliorer l'espérance de vie qui est de 56 ans. Cette pathologie est associée à des mutations, à essentiellement une mutation d'un gène qui s'appelle ACVR1, qui code un récepteur transmembranaire sur la voie des BMP avec différentes voies d'aval et qui vont entraîner il y a aussi un facteur inflammatoire, on ne va pas aller dans le détail, mais le rôle de l'activine A été souligné ces dernières années, une protéine de l'inflammation, et donc va déclencher c'est des mutations activatrices qui vont faire une hyperexcitation de voies d'ossification. Comme nous l'avons déjà dit. Et donc c'est une pathologie qui est autosomique dominante, il y a quelques cas familiaux et il y a une vraie variabilité inter- et intrafamiliale. Alors ça c'est le petit schéma pour expliquer que le muscle, une fois qu'il est agressé, ou parfois sans target, va petit à petit être accompagné d'une infiltration de cellules inflammatoires qui vont ensuite entraîner une prolifération des chondrocytes et fabrication d'os par la voie endochondrale. On a aujourd'hui, depuis la mise en évidence des bases moléculaires en 2006, progressé dans la façon de suivre ces patients, de mieux connaître l'histoire naturelle et appliquer les traitements conventionnels. Et alors c'est une pathologie qui a comme particularité, alors qu'elle est ultra rare, d'être associée à une véritable hyperactivité scientifique avec une vingtaine d'équipes aujourd'hui qui travaillent sur des stratégies thérapeutiques innovantes et comme cette voie que vous connaissez probablement, parce qu'il y a une des voies, c'est la voie AKT, la voie SMAD, des kinases inhibiteurs, les anticorps anti-activine A. En tout cas, aujourd'hui, il y a 6 programmes cliniques en cours pour cette pathologie hyper rare, avec, on espère, bientôt une mise sur le marché. Donc, on est avec, évidemment, en parallèle de l'avancée des connaissances d'histoire naturelle et de ces essais thérapeutiques, avec aussi la nécessité de mieux connaître, d'une part, la prévalence, mais également le fardeau de ces patients qui, encore une fois, étaient particulièrement dispersés à cause de la lourdeur de leur prise en charge.
Et comme dans toutes nos pathologies rares, vous le savez, ces études socio-économiques sont très importantes pour notre système public, ici représenté, pour mieux organiser les parcours de soins, adapter les besoins, les ressources nécessaires, les coûts qui vont être nécessaires aussi pour ces molécules qui font partie des high-cost drugs. Également pour, peut-être même en premier dans le temps, les biopharmaceutiques, parce qu'elles sont donc très actives, mais pour des pathologies qui étaient dites à un patient pour 1 million ou 2 millions, c'était les premières estimations. Et puis bien sûr pour toute la communauté et des médecins, des chercheurs, tous les providers de santé et les familles ayant une FOP pour améliorer le diagnostic, en permettre une reconnaissance la plus précoce, augmenter les connaissances et tout ce que vous savez sur l'importance de ces études de prévalence et socio-économiques. Alors, on va commencer par les études de prévalence. Et dans cette pathologie, il y a eu, encore une fois, il y a une grosse activité, 5 programmes à ce jour pour essayer d'approcher cette prévalence qui était dite initialement extrêmement rare. Il y avait eu une première étude. Alors, on va les prendre un peu plus en détail. Il y avait une première étude aux États-Unis qui, en prenant les quelques registres des spécialistes de la pathologie, qui avait retrouvé 0,61 par million. Puis une étude également à partir des patients rapportés dans des case reports assez limités en Espagne. Et là, c'était 0,36. Alors, même si c'est très rare, il y a une différence. Et puis, en France, avec Rémi Choquet et tout le réseau du centre de référence SMOC, qui est le réseau qui essaye d'accompagner ces patients. Et pour nous, c'était en plus un cas d'usage. Nous avons réalisé cette étude de prévalence avec la B. Donc, Rémi étant à l'époque à la tête de la BNDMR à Necker. Nous avons, vous le savez, avec les centres de référence, un système finalement assez centralisé, et c'était particulièrement vrai pour la FOP, puisque Martine Lemairer avait beaucoup travaillé pour cette pathologie à Necker et avait quasiment connaissance de tous les patients qu'elle avait vus au moins une fois, parce qu'elle avait elle s'était beaucoup investie sur cette pathologie. Donc on le savait, une grosse cohorte à Necker, et on a décidé d'essayer de faire un travail nationale, à l'époque où on n'avait pas encore la confirmation moléculaire systématique, puisque cette étude est parue en 2017, mais avait commencé un petit peu avant. Alors, on va y revenir un peu sur cette étude. Juste pour finir, parce qu'on a dit qu'il y en avait eu 5, en 2020, l'association internationale, IFOPA, qui est le groupement de toutes les associations FOP dans le monde, a également fait un travail de collecte assez poussé et a montré quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait une vraie variabilité de cette prévalence entre les pays. Alors, est-ce que c'est dû simplement au système de santé, au fait qu'il y a beaucoup de patients qui ne sont pas diagnostiqués, ou est-ce qu'il y a une vraie variabilité entre les pays ? Parce que certains, dont les systèmes de santé sont plutôt évolués, ont vraiment des prévalences beaucoup plus rares. En tout cas, c'est un travail qui est tout à fait intéressant. Et l'année dernière, aux États-Unis, il y a eu également un travail de recherche de la prévalence de la FOP, en prenant d'une part les données de IFOPA, donc auquel les Américains adhèrent énormément, et puis en prenant les registres des 3 principaux centres experts pour cette pathologie. Et si on revient sur notre tableau-là, parce qu'en fait, finalement, c'est là où c'est bien résumé, on a des prévalences qui sont assez variées. Alors nous, ce qu'on avait montré, c'est qu'on était à 1,36 par million, versus 0,36 par exemple pour les Espagnols, et même les Américains, 0,88, mais dans leur discussion, ils disent bien qu'ils ont vraiment pris les patients pour lesquels il y avait une confirmation moléculaire, ce que nous n'avions pas lorsque nous avons fait cette étude. Alors, quel avait été le workflow pour cette étude en 2017 ? Il y avait eu 1 an, c'était intéressant de savoir qu'il y avait eu 1 an pour avoir les autorisations réglementaires, qui étaient tous les contrats entre les parties prenantes.
Et puis, on avait mis un cut-off au 1er janvier 2012. Et donc, il s'agissait de prendre tous les patients qui étaient déjà nés à cette date, diagnostiqués ou non diagnostiqués, et ensuite de croiser 2 bases de données où pouvaient être enregistrés ces patients. D'abord CEMARA, qui représente les consultations dans les centres maladies rares, et d'autre part le PMSI. Et donc ensuite, il y avait eu un chaînage, et puis on avait revu les cas. Et là, c'était un travail qu'on avait fait manuellement, parce qu'à l'époque, on faisait manuellement. Et en regardant les données du PMSI, on n'a pas mis le détail ici, mais il y avait peut-être 500 patients dans le PMSI, alors qu'en fait, on est tombé sur 89 patients exactement. Donc, il y avait beaucoup de faux positifs dans le PMSI. C'était ça la leçon, c'est qu'il y avait énormément de patients dits faux dans cette pathologie parce qu'il y avait des confusions avec des diagnostics différentiels classiques ou parce qu'il y avait, par exemple, des myosites ossifiantes post-traumato ou des choses comme ça. Donc, on a revu chaque dossier. Évidemment, c'était anonymisé et donc c'était de façon probabilistique de regarder si c'était véritable. Un monsieur de 89 ans dialysé qui avait des ossifications hétérotopiques, on l'excluait. Et puis ensuite, il y a eu une méthode statistique tout à fait sioux, qui était la méthode de Chao, pour essayer d'évaluer les patients manquants, sachant que dans une étude où on prend 2 sources indépendantes, on peut utiliser ce calcul pour estimer les cas qui auraient été oubliés. Bref, avec tout ça, nous avons pu retrouver cette prévalence de 1,36 par million, qui était à peu près le double de ce qui avait été montré dans les autres études. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de refaire le travail et qu'on retombe sur les mêmes, voire un peu plus, la même prévalence. Donc, c'était pas si mal. Ah oui, j'ai oublié de dire que nous avions trouvé des patients dans le PMSI qui n'étaient pas dans CEMARA, dans la BNDMR, et donc on a pris contact avec les médecins locaux pour savoir si ce diagnostic était le bon ou non. Et donc, on en a retrouvé certains, on en a exclu d'autres. Voilà. Et tout ça en tenant au courant, on avait envoyé un courrier à tous les médecins traitants et médecins référents, médecins traitants et aux patients pour avoir leur aval. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était un peu le petit pousset. Le deuxième projet que nous avons fait, c'est ce projet que nous avons, qui est en cours, qui est même plutôt au début, mais qui a débuté il y a longtemps, qui était demandé initialement, qui avait été sur une idée commune, d'essayer de mieux approcher la lourdeur des patients en termes d'incapacité, mortalité, utilisation de ressources médicales associées à la maladie. Encore une fois, c'est une pathologie extrêmement lourde, avec des personnes tout à fait, pas du tout atteintes sur le plan intellectuel. Au contraire, certaines ont des métiers tout à fait très poussés, malgré des conditions de vie extrêmement lourdes, l'utilisation de fauteuils, de ressources médicales très chères et non pas une aide de vie, mais 2 ou 3 aides de vie. Et ça nous permettait aussi de voir la prévalence de cette pathologie. Alors, les objectifs, on ne va pas aller dans le détail, mais sont cités ici. On a mis le cut-off au 31 décembre 2020, et pour essayer de mieux connaître les ressources médicales, on a pris l'année 2019, parce qu'après il y a eu le Covid. On voulait que ce soit assez récent, mais pas dans plein Covid, pour essayer d'approcher cette consommation médicale. Et donc, c'est un travail qui est en cours, donc qui est collaboratif entre la BNDMR, Anne-Sophie, SEMCA avec essentiellement Stéphane Bouet qui nous a d'ailleurs donné une diapositive, et puis tout notre réseau français du centre de référence MOC, soutien financier par le laboratoire Ipsen, mais juste soutien financier, il n'intervient pas, et voilà. Et on rappelle qu'il y a 2 molécules en développement, donc particulièrement intéressés. Nos challenges, nos difficultés, enfin les choses, c'était d'abord les contrats de collaboration entre les parties impliquées, les autorisations réglementaires, encore une fois les listes de patients, parce que la BNDMR n'est pas forcément exhaustive, et puis de savoir si les patients qui sont dans cette base de données, a priori faite par des experts, sont bien des FOP. Voilà. D'avoir aussi les coordonnées, les contacts et
les fameux NIR dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure. Et ça, le NIR pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants FOP, il ne sait pas du tout le numéro que les parents connaissent. Les parents disent « Oh mais non, il est sur mon numéro de sécu ». Non, il faut aller sur le site Amélie et aller chercher le numéro de l'enfant. Donc on avait fait un petit flyer qu'on envoyait aux familles, mais il fallait les relancer. On a envoyé des courriers, en fait, pour les informer, pour leur demander leur NIR. Et après, on a retéléphoné par derrière. Donc ça, c'était quelque chose qui était quand même qui a consommé du temps, et d'où l'importance de bien rentrer le NIR quand on rentre dans la BNDMR. C'est majeur pour tous les travaux en cours et futurs. Et les explications, souvent les familles, quand on les appelle, ils nous redemandent des explications. Mais comme l'a dit Mme Guyot avant, effectivement, ils étaient tout à fait contents de participer à quelque chose. Et puis il y avait le problème des perdus de vue, surtout les plus âgés, et des décès. Mais ça, c'est quelque chose qui était géré par le système. Voilà, ça c'est le workflow, une dia de Stéphane Bouet, pour dire qu'on a commencé, l'idée à germer en juin 2020. On est actuellement en juin 2023. Il y a eu donc les signatures, les premières extractions des données SNDS grâce à la liste qu'on avait fournie, c'était au début de l'année, et on devrait avoir des résultats en septembre. Et j'ai oublié de préciser qu'il y aura une cohorte témoin en parallèle, évidemment témoins appariés en âge et en sexe. Alors ça, c'est une diapositive très technique qui a été faite par nos amis de la BNDMR pour expliquer le circuit d'appariement des données avec le SNDS. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais les deux phases sont écrites ici, parce qu'en fait, la BNDMR, c'est tout le problème des anonymisations. À quel endroit on anonymise, qui peut avoir accès aux données nominatives et qui ne peut ne pas l'avoir, et à quel endroit se fait le chaînage. Je ne sais pas si on a le temps d'aller dedans. Et là, j'ai mis étape technique. Je ne vais pas du tout la lire, mais pour remontrer que c'est vraiment des travaux de spécialistes, ces chaînages, ces autorisations, ces circuits, et qui prennent du temps et sont extrêmement rigoureux. Mais par contre, ça, c'est notre conclusion et les perspectives, de redire que pour des pathologies ultra rares, les outils diagnostiques d'aujourd'hui nous permettent d'améliorer les patients diagnostiqués, et notamment le PFMG. On a eu plusieurs patients qui ont été identifiés grâce à de l'exome, et après du rétropédalage. Le travail sur l'errance diagnostique fait par les filières également vraiment améliore, et on espère pouvoir le montrer avec cette étude, l'âge au diagnostic. L'augmentation de la prévalence de cette pathologie et l'âge paternel, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça va être quand même, grâce à ce genre d'études de prévalence, on en a fait une, donc 2012-2020, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir également regarder. Vous savez que les pathologies génétiques avec une mutation prévalente, comme les FGFR ou comme celle-ci, sont possiblement liées à un âge paternel élevé par avantage sélectif des spermatogonies. Et ça, c'est un vrai sujet également de santé publique. Quelle est la réelle variabilité des prévalences entre les pays et les continents? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment très intéressant. Pour les données patients, donc évidemment, ça a été très bien dit et largement dit qu'aujourd'hui, nous avons de multiples sources, attention aux biais, les coûts aussi de tout ce type d'études, parce que ça prend du temps. Chaque source a ses limites quand on prend les différentes bases, et donc l'intérêt du chaînage est évident, et que les données de vie réelle, c'est-à-dire ce que va apporter le patient également, et ça on en a parlé tout à l'heure. Les difficultés sont multiples, n'empêche, dans ce genre d'études. On a beaucoup parlé de l'Europe, mais on n'a pas cité aujourd'hui les difficultés que nous avons à partager les données au-delà de l'Europe. Et nous, là, on a un travail en cours sur la FOP avec... en fait, c'est un groupe international, il ne faut pas, mais le serveur est aux États-Unis. Pour l'instant, on se heurte à des données, à des noms au niveau de la réglementation, parce que les États-Unis. Tout ça, ça demande du temps, des moyens, c'est long. Les problèmes de saisie, je l'ai mis là parce que quand on a fait les deux études, on s'est rendu compte qu'il y avait des patients, même dans la BNDMR, qui avaient des erreurs de diagnostic. Et donc, il faut que chacun de nous, dans nos centres, on revoie avec les personnes qui codent. À chaque fois que le patient revient, il ne faut pas juste mettre l'activité, il faut revoir la véracité du diagnostic
clinique en tout cas. Et puis, voilà. Mais on a dit qu'on voulait aussi souligner que ces bases de données facilitent la communication entre toutes les personnes impliquées dans les soins de santé, les équipes de recherche, les communautés de patients, parce qu'on a été aux patients, les pharma et les décideurs politiques. Donc il faut avoir, comme vous l'avez dit, des objectifs clairs quand on a ce type d'études, de rentrer des données pour juste rentrer des données, en tout cas pas en actif. L'intérêt des entrepôts de données, c'est le sujet du jour, c'est absolument évident, et les systèmes d'enregistrement passif pour faire le lien avec la suite. Et moi, juste, c'est tout le réseau des médecins qui accompagnent ces patients. Merci.